Le jour de mon pot de départ, ma femme m'a tendu une enveloppe, un divorce, pas des billets pour la côte atlantique. Mes enfants souriaient, et près du portail se tenait déjà son nouvel ami. J'ai signé, puis j'ai disparu. Je m'appelle Bernard Lévesque. En mars 2017, j'avais 60 ans, et après près de 30 années comme directeur administratif et financier chez Armorfab Atlantique à Nantes, je m'apprêtais à prendre une retraite que j'avais imaginée simple, presque modeste. Une maison à Carquefou, un van aménagé pour longer la côte quand l'envie nous prendrait, et pourquoi pas quelques hivers passés sur l'île de Ré à regarder l'océan depuis une terrasse de pierre blanche. Toute ma vie, je l'avais consacrée à ma famille. Hélène, ma femme depuis 38 ans, avait été la compagne de mes jours sombres comme de mes réussites. Nos enfants, Maxime et Anaïs, étaient devenus adultes, chacun avec ses ambitions. Lui, un MBA coûteux à Audencia Business School que j'avais financé sans discuter. Elle, une boutique de vêtements dans le quartier Grasslin que j'avais soutenu de mes propres économies. Chaque prime, chaque augmentation, chaque décision professionnelle avait été guidée par un seul objectif, leur offrir un tremplin que moi je n'avais jamais eu. Ce soir-là, dans notre jardin de Carquefou, mes collègues étaient venus lever leur verre. Le buffet était simple mais chaleureux, huîtres de l'Atlantique, quelques rillettes, du muscadet frais. Je croyais célébrer une transition, le passage d'un rôle à un autre, d'une vie de chiffres à une vie de liberté. Mais alors que le crépuscule tombait et que les derniers convives prenaient congé, Hélène s'est approchée. Dans sa main, une enveloppe beige. Je pensais à une lettre tendre, peut-être des billets pour une escapade surprise. Son visage était figé, ses yeux froids. « Bernard, il est temps de mettre les choses au clair », a-t-elle dit calmement. À l'intérieur, ce n'étaient pas des mots d'amour, c'étaient des papiers de divorce. Derrière elle, je vis Maxime et Anaïs échanger un regard complice, comme s'ils n'étaient pas surpris. Et près du portail, dans l'ombre, un homme m'attendait déjà. Thierry Vallon, le nouvel ami de ma femme. À cet instant, le sol s'est ouvert sous mes pieds. J'ai souri mécaniquement, comme pour protéger le peu de dignité qui me restait, mais une certitude naissait en moi. Ce soir-là, je n'allais pas seulement perdre une famille. J'allais aussi commencer une nouvelle vie. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table, ni déchiré les papiers devant eux. J'ai simplement pris le stylo que Maître Perrin, l'avocat d'Hélène, avait eu la délicatesse de poser sur le buffet avant de s'éclipser. J'ai signé. D'un trait net, sans trembler. La maison de Carquefou, les comptes joints, quelques livrets, la voiture familiale, même une pension alimentaire mensuelle de 580 €. Tout passait sous son contrôle. Pour Hélène, c'était une victoire écrasante. Pour Maxime et Anaïs, c'était la confirmation que leur avenir serait assuré grâce à la redistribution équitable des biens de leur père. Je les ai regardés, un à un. Leur sourire contenait une forme de pitié arrogante, comme si j'étais devenu un vieillard inutile qu'on relègue dans un coin. Ils ne savaient pas. Ils n'imaginaient pas une seule seconde que, depuis des années, je préparais l'éventualité d'un tel jour. Car si j'avais été naïf en amour, je ne l'avais jamais été en finance. Mon métier m'avait appris à prévoir le pire. Alors oui, les comptes visibles appartenaient désormais à Hélène. Mais mes véritables actifs, eux, dormaient ailleurs. Un portefeuille diversifié au Luxembourg, des parts discrètes dans des fonds d'infrastructures européens, quelques placements en obligations vertes qui rapportaient régulièrement, à l'abri des regards. Tout cela, soigneusement séparé des comptes familiaux, échappait à la répartition. Assise au coin du feu, je réalisais combien ma vie avait changé en quelques mois. D'un homme abandonné, réduit à n'être qu'un portefeuille, j'étais redevenu un mari, un père, un être humain complet. Mais à Nantes, tout n'était pas aussi paisible. Je l'ignorais encore, mais l'édifice qu'Hélène croyait solide
commençait déjà à s'effondrer. Un soir d'hiver, alors que la pluie battait contre les vitres de la longère et que Manon récitait ses devoirs à Claire, le téléphone a sonné. C'était Maître Perrin. Sa voix, habituellement posée, trahissait une inquiétude inhabituelle. « Bernard, Hélène souhaite renégocier. » Et que... Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé son silence s'installer, comme pour lui donner l'occasion de préciser. Et il a précisé. Hélène n'avait plus rien. Thierry Vallon, l'homme qu'elle avait choisi d'exhiber le soir de mon pot de départ, l'avait entraînée dans une prétendue aventure de consulting digital. Des promesses de rendement rapide, de contrats prestigieux, de croissance infinie. Les économies qu'elle avait arrachées de notre divorce avaient fondu dans ce mirage. Thierry, lui, avait disparu. Maxime, mon fils, n'était pas en meilleure posture. Séduit par l'illusion des start-up technologiques, il avait investi 108 000 € dans une société d'intelligence artificielle sans même en comprendre les bases. La start-up avait implosé, avalée par ses dettes et ses illusions. Maxime se retrouvait ruiné, endetté, humilié. Anaïs, ma fille, n'avait pas eu plus de chance. Sa boutique du quartier Grasselin avait fermé ses portes, plombée par une gestion maladroite et par les dettes accumulées auprès des fournisseurs. 55 000 € de trous béants qu'aucun banquier n'acceptait de couvrir. Pendant que Maître Perrin parlait, je fixais la flamme de la cheminée. Je ne ressentais ni jubilation, ni cruauté, juste une étrange paix. Le monde avait rendu son verdict sans que je n'aie besoin d'intervenir. Je me souvenais de leur sourire ce soir-là, dans le jardin de Carquefou. Ce sourire complice, cruel, quand Hélène avait tendu l'enveloppe. Et je comparais avec leur visage que j'imaginais désormais défait, vieilli prématurément par le poids de l'échec. « Elle veut renégocier », répétait Maître Perrin. Je lui ai répondu calmement. « Il n'y aura pas de seconde négociation, pas de seconde chance. » Et... Puis j'ai raccroché, et je suis allé retrouver Claire et Manon. La soupe était chaude, et la maison emplie de rire. À cet instant, j'ai su que mon silence était ma plus grande vengeance. Quelques semaines plus tard, assis à mon bureau de bois, face au champ détrempé du Morbihan, j'ai pris une décision. Pas une explosion de colère, pas un règlement de compte tonitruant. Non, une décision simple, calme, irrévocable. J'ai dicté une lettre à voix basse, que j'ai ensuite soigneusement recopiée à l'encre bleue. Les mots étaient sobres. « Hélène, tu m'as pris pour acquis, puis tu m'as jeté comme on se débarrasse d'un vieil objet. Tu croyais gagner une liberté dorée, mais ce n'était qu'un mirage. Moi, je ne cherche pas ta chute. Je n'ai plus rien à reprendre, plus rien à prouver. Mais il n'y aura pas de seconde chance. Ma vie est désormais ailleurs. Bernard. » J'ai glissé dans l'enveloppe une photo récente. Claire, radieuse dans la lumière d'un soir d'été. Manon, accroupie dans le jardin, Ulysse bondissant autour d'elle. Et moi, debout derrière elle, le regard serein, un bras posé sur l'épaule de Claire. Au dos de la photo, une simple légende. Famille Lévesque, construite sur un amour authentique. Oh, ça y est, je savais que ce cliché valait plus que tous les discours. C'était une image qu'Hélène ne pourrait pas oublier. Une preuve que, loin d'eux, j'avais bâti quelque chose de vrai, d'équilibré, de durable. J'ai confié la lettre à la poste dorée, puis je suis rentré à la maison. Claire préparait des crêpes. Manon riait en renversant un peu de farine sur le sol, et Ulysse tournait autour d'elle avec impatience. À cet instant, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Ma vengeance n'était pas un coup d'éclat, mais une photo. Une photo qui disait tout. J'étais vivant, heureux, et plus jamais leur portefeuille. La lettre et la photo avaient fait leur chemin. Je le compris bien vite.
car le silence de mon téléphone se brisa. Le premier jour, 10 appels. Le deuxième, 20. Le troisième, 30. Tous du même numéro, celui d'Hélène. J'ai laissé sonner. Pas une fois je n'ai décroché. Puis ce fut une lettre. Épaisse, rageuse, griffonnée à l'encre noire. Elle me reprochait ma froideur, me suppliait de reconsidérer, invoquer nos souvenirs communs, les enfants, les sacrifices passés. J'ai lu sans hâte, j'ai replié soigneusement la feuille, et je l'ai rangée dans un tiroir. Ni réponse, ni colère. Seulement le poids du papier qui témoignait de sa détresse. Un matin, Maître Perrin m'a appelé à son tour. « Anaïs est venue me voir », dit-il d'une voix hésitante. « Elle m'a confié que vous sembliez rayonnant. » Le mot m'a frappé. Rayonnant. J'ai compris que ma fille avait vu la photo, qu'elle avait perçu dans mon regard une lumière qu'elle ne m'avait jamais connue. Quelques jours plus tard, ce fut Maxime. Une longue lettre, cette fois-ci empreinte de regrets. Il me parlait de ses échecs, de son sentiment de trahison, de la honte qu'il éprouvait en croisant mes anciens collègues à Nantes. « Papa, » écrivait-il, « je ne comprends pas comment tu peux nous tourner le dos comme ça. J'ai fait des erreurs, oui, mais tu restes mon père. » Ah, moi. J'ai reposé la lettre et je suis sorti marcher le long de la côte sauvage avec Ulysse. Le vent soufflait fort, les vagues s'écrasaient contre les rochers. J'ai pensé à la vie que j'avais eue, aux illusions que j'avais entretenues, à l'argent que j'avais dépensé pour des enfants qui ne voyaient en moi qu'un guichet automatique. Et là, j'ai su formuler enfin ce que je ressentais. Je ne cherchais pas leur chute. Ce n'était pas ma victoire que de les voir ruinés. Ce que j'avais choisi, c'était la paix. La paix d'un foyer vrai, d'un amour sincère, d'une fille qui m'appelait papa sans arrière-pensée. Alors j'ai continué d'ignorer les appels, de laisser les lettres s'empiler. Le passé toquait à ma porte, mais j'avais fermé à clé, et de l'autre côté, une nouvelle vie m'attendait. 4 années ont passé depuis ce soir de rupture à Carquefou. 4 années durant lesquelles les saisons ont rythmé ma nouvelle existence, au point que je peine parfois à croire à l'homme que j'étais autrefois. À Auray, la longère a retrouvé une âme. Les volets bleus ont été repeints, le jardin s'est couvert de rosiers, et une petite véranda a vu le jour. Claire a ouvert une seconde librairie, cette fois à Vannes, attirant les amoureux de littérature comme elle attire depuis toujours la lumière. Manon, elle, s'est métamorphosée. Adolescente désormais, brillante au lycée, passionnée de piano. Ses doigts sur le clavier dégagent une maturité qui me bouleverse. Moi, je travaille encore, mais différemment. Quelques consultations financières à distance, des investissements discrets qui suffisent à assurer confort et projet. Plus de réunions interminables, plus de hiérarchies oppressantes. Seulement le temps, le choix, la liberté. Et pendant ce temps, à Nantes, la vie suivait une autre trajectoire. Hélène vit désormais dans un appartement modeste à Rézé, sans éclat ni compagnon de fortune. Thierry Vallon a disparu comme un fantôme, ne laissant derrière lui que des dettes et un goût amer. Maxime est redevenu simple comptable salarié à Rennes, lui qui rêvait de start-up et de millions. Anaïs, après avoir sombré dans ses dettes, a repris des études pour devenir assistante comptable. Leurs rêves de grandeur se sont effondrés comme un château de sable balayé par la marée. Je n'éprouve plus ni rancune, ni triomphe. Je les observe de loin, sans jamais intervenir. Chacun récolte ce qu'il a semé. Un soir d'été, alors que nous dînions en terrasse face au soleil couchant, Claire m'a pris la main et m'a dit doucement « Tu as l'air apaisé ». Elle avait raison, car la vraie victoire n'était pas leur chute. C'était ma renaissance. Un soir de septembre, je me suis assis seul sur les rochers de Quiberon. Le ciel s'embrasait d'orange et de pourpre, et l'océan, immense,
renvoyer ses couleurs comme un miroir sans fin. J'ai écouté le ressac, ce battement millénaire plus fort que nos drames humains, et j'ai compris que ma vie avait enfin trouvé son rythme. Je repensais à Carquefou, à ce jardin où ma femme m'avait tendu l'enveloppe. Je me souvenais de la brûlure de la trahison, de ce sentiment d'être jeté après 30 années de dévouement. Et pourtant, si tout cela ne s'était pas produit, serais-je là, aujourd'hui, à contempler l'Atlantique avec un cœur apaisé. Derrière moi, Claire et Manon riaient en jouant avec Ulysse sur le sable. Leur complicité sonnait juste, sans attente, sans condition. Ce n'était pas une famille par le sang, mais une famille par choix. Et ce choix-là avait plus de valeur que tout héritage. Alors j'ai murmuré, comme pour moi-même, la famille, ce n'est pas une dette, ni un droit. C'est un choix quotidien. J'ai cessé d'être leur portefeuille pour devenir le mari et le père que je voulais être. Le soleil a disparu derrière l'horizon, laissant place aux étoiles. Et moi, je suis resté un instant encore, les yeux humides mais le cœur solide, certain d'avoir trouvé enfin ma place.